Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un petit récapépète sur mes dernières lectures. Mes dernières lectures de 2024 et mes nouvelles lectures de 2025. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais vu que je suis un peu en retard sur tout ce que je fais, allez là maintenant. On va passer vite fait en revue aussi les lectures que j'ai réalisées durant mon challenge. Cette vidéo, je vais repasser vite fait pour être strict concis parce que ça a pris énormément de mon mois de décembre. Après il y a d'autres lectures, il y a aussi beaucoup de BD et quelques livres quand même. Donc voilà, et je vais essayer d'être vraiment concis sur ce fameux top 5 de 5 lectures. J'ai trouvé que je me répétais énormément lors de cette vidéo, ça m'a un peu énervé. C'est l'une des rares vidéos que j'ai pas visionné moi-même parce que je m'insupportais tout simplement. Donc j'espère que ça n'a pas été le cas pour vous. Donc bon, je pense qu'on l'a compris. Mon coup de cœur de 2024. Et oui, c'était déjà en 2024. Grosse découverte du coup, ma première œuvre de l'auteur Taiyo Matsumoto, qui est Sunny. Donc là, on va suivre des enfants dans un pensionnat. Si je dirais pas pensionnat, c'est un autre nom, tout ça, mais je l'ai oublié. Donc on va suivre ces enfants qui ont été abandonnés ou laissés ici par leurs parents parce qu'ils peuvent pas s'en occuper maintenant ou qui ne peuvent pas s'en occuper tout court. J'ai entendu des gens dire que c'était un slice of life. Oui. J'avais jamais capté, mais oui, effectivement, c'est un peu c'est un slice of life en fait. Mais moi, je l'ai pas vu de cette façon parce que tu les suis quand même. C'est un slice of life sur leur vie au pensionnat où tu suis les différents enfants. Ils vont tous avoir un problème. Tu vas toucher un peu dans leur intimité parce que tu vas voir comment eux ils vivent. J'ai rien d'autre à vous dire que c'est une œuvre à découvrir qui vous touchera forcément, que la patte de l'auteur est forcément hyper bien appropriée, je trouve, à ce récit, qu'elle est hyper agréable. Je trouve vraiment ces dessins super agréables. Donc c'est 6 tomes que je vous conseille de vous procurer dans les plus brefs délais, évidemment. Ce n'est pas la seule œuvre de Matsumoto que j'ai lue ce mois-ci. On en reparle après pour le reste. Pareil, une œuvre qui doit être lue pour moi, qui vous touchera aussi je pense. Franchement quand je l'ai terminée j'étais assez perplexe parce que je pensais pas qu'elle m'avait touché autant lors de ma lecture. Malheureusement c'est une lecture que j'ai fait en plusieurs fois. J'ai pas enchaîné les tomes, il y a eu 2 semaines entre deux tomes, enfin bref j'étais pas hyper concentrée. Du coup je l'ai pas, peut-être pas juste à sa juste valeur, mais à la fin de cette lecture j'étais en mode ah ouais c'est fini, et ça m'a quand même laissé perplexe. Donc c'est Demande à Modigliani de Iku Aizawa. Je dirais que c'est le seul titre qui a été fait par cet auteur, de chez Naban. On suit 3 garçons qui sont dans une école qui m'a fait énormément penser à mon école. J'étais dans un lycée d'art l'année dernière et ça m'a fait vraiment penser à ça. De toute façon c'est simple, dans le débrief ils disent une modeste école d'art située dans les montagnes du nord-est du Japon où tout le monde peut s'inscrire, même les imbéciles. Et mon école d'art, c'est pas que les gens là-bas sont des imbéciles, mais c'est plutôt que c'était ouvert à tous et que tout le monde était différent là-bas. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça j'ai adoré passer du temps dans cette école parce que ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur les différents gens, les différentes personnes qu'on peut croiser dans ce lycée, et du coup que dans la vie de tous les jours ça m'a ouvert l'esprit d'être dans un lycée comme ça. Et donc je comprends parfaitement ces enfants et je trouve ça très très intéressant. Donc tu vas suivre 3 gamins qui ont un rêve, qui aiment l'art, qui sont passionnés chacun par ce qu'ils font dans l'art, et ils vont te transmettre leur passion. C'est impressionnant, leurs émotions, leur amitié qui est naissante pour d'autres, qui est naissante ou pas. Franchement c'est bourré de bienveillance, ça te met vraiment une claque. Donc évidemment que je vous conseille Demande à Modigliani. Sachez qu'un titre est assez long à lire, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai mis plus de temps. C'est vraiment assez long, je dis pas qu'il y a beaucoup de bulles, mais quand même assez. C'est intéressant, même si vous n'êtes pas friand de l'art, ça vous apprend quand même des choses d'une façon assez éducative. Voilà, eux non plus, ils sont pas très forts en art, donc ils vont pas utiliser des techniques de fou. Voilà, même si après peut-être que je dis ça et c'est parce que moi je m'y connais en art et que du coup ça me paraît logique. Voilà, on a aussi un trait assez fin, il n'y a pas beaucoup de blanc. Mais t'as pas non plus un paysage de fou, mais par contre à chaque fois t'as des
superbes illustrations, j'ai beaucoup aimé le trait de cette personne. Donc Demande à Modigliani, c'est rempli de douceur, c'est un titre aussi à lire. De toute façon dans ce top 5 avec eux des bons titres, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est La Lanterne de Nyx de Ken Takahama. J'ai adoré ce titre au même titre que Les Saisons de Nigashima, l'autre titre de cette autrice que j'ai lu. Donc Ken Takahama, ça me confirme que c'est une très belle plume et que je ferai son full set pour 2025. J'ai déjà un peu commencé. Voilà, donc j'ai adoré La Lanterne de Nyx, c'était super. On est chez une fille qui va vouloir travailler chez un antiquaire, qui va être pas forcé, mais qui va travailler chez un antiquaire. Et cet antiquaire, enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais une sorte de revendeur, de globe-trotter un peu aussi, qui aime les belles choses, tout ça, et qui fait découvrir aux autres contrées, qui va rechercher des pièces chez d'autres et d'autres personnes, qui va faire l'aller-retour entre le Japon et la France, et bah, par le reste, il va rester en France et elle au Japon. Toute l'industrie des années 2000 qui est hyper intéressant. Et c'est hyper passionnant, c'est hyper sympa, j'ai beaucoup aimé le trait de cette autrice, j'aime beaucoup la façon dont elle se renseigne à chaque fois, j'aime beaucoup les petits clins d'œil qu'elle met dans ses chapitres et qu'elle explique à la fin, j'aime beaucoup que tout a du sens, j'aime énormément aussi le développement de ses personnages. Non, franchement, je ne peux que vous conseiller La Lanterne de Nyx. Je ne sais pas comment on peut ne pas aimer ce titre. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ensuite, Les Enfants de la Mer. Je peux comprendre que vous n'aimez pas ce titre. Les Enfants de la Mer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce titre au début. Vraiment, les 3 premiers tomes, je me suis dit, mais voilà, dingue. Le 4e, c'est pareil. Mais j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Et le 5e... un tome, en fait le 5e tome, le dernier, c'est un tome auquel tu t'attends à énormément. Putain, je vais être en full bleu là. Énormément de révélations dans ce dernier tome. Bah, il y a qu'une bouteille, hein, rien du tout. Rien. Il ne se passe rien dans ce dernier tome. Enfin, si, il se passe beaucoup de choses, mais rien de concret. Donc, c'est à toi d'imaginer, c'est à toi de te faire ton propre opinion, c'est à toi d'en tirer tes propres remarques, ta propre fin en fait, sur la création, sur la fécondation de la mère, tout ça, sur la naissance. Voilà, c'est tourné là-dessus. Et par contre, c'est très abstrait, donc s'il y a des personnes terre à terre qui regardent, je vous conseille quand même ce titre. Parce que c'est toujours intéressant de faire sa propre expérience, surtout quand tu vois la claque que ça peut te mettre. C'est un titre où je suis fan personnellement des dessins. Je suis fan personnellement du contexte, enfin de l'histoire en soi. J'aime beaucoup les personnages, même si ces personnages sont effectivement mystérieux. Mais pour le coup, je les trouve trop mystérieux en fait. T'as pas assez de réponses à tes questions. Quand on te met des personnages comme ça, qui au début sont mystérieux, t'aimes toujours savoir à la fin le fond, la forme, bref, je trouve que dans ce titre, il manque un truc. Après, c'est mon avis, il y a des gens qui ont peut-être suradoré. Néanmoins, les dessins sont juste bluffants. J'aime beaucoup, j'adore ce trait. Le dernier tome est une claque graphique, je trouve. À la fin, vraiment, vous avez une claque. Et juste pour cette expérience, je vous conseille quand même de lire ce titre. Et je vous ai pas expliqué, mais dans Les Enfants de la Mer, c'est en gros une fille qui va rencontrer 2 enfants qui ont été élevés par des animaux marins. Et du coup, ils ont été un peu comme Mowgli dans le livre de la jungle. Du coup, c'est un peu des enfants poissons, donc ils ont besoin d'eau. C'est-à-dire que dès qu'ils passent trop de temps en dehors de l'eau, ils attrapent de la fièvre. Néanmoins, ça reste quand même des enfants. Un peu tout ce mystère-là, du coup, de qui sont-ils vraiment? Est-ce que ça reste mystique ou est-ce que c'est purement réaliste et il y a vraiment quelque chose de scientifique derrière, ou c'est quand même un peu fantastique, mystique? Voilà, moi c'est la question que je me suis posée pendant tout le livre. Et du coup tu vas avoir cette fille qui va avoir ces 2 enfants qui vivent dans un aquarium et un mystère va arriver, enfin bref, voilà. En gros le speech. Par contre je dois parler de cette édition qui est chiante, qui est merdique, qui est mal foutue. Ce petit papier là qui se froisse, qui est moche, je sais pas qui a fait ça, il me semble que c'est Del Courton-Cam. Voilà, donc le mien il s'est froissé comme s'il avait pris l'eau. Après je les ai achetés sur Vinted à la base, mais voilà, je trouve qu'il est très fragile, ici c'est pété, la prise en main elle est horrible, bref, cette édition est chum. Ensuite on a Le Sommet des Dieux, si j'arrive à le lever, qui est enfin un titre de
Taniguchi que je lis enfin. Son titre, pas le plus culte parce que Quartier Lamantin existe, c'est vraiment une excellente œuvre. Malheureusement, je vais pas dire que je suis déçue, non, loin de là. C'est juste que j'avais tellement d'attentes pour ce titre et il les a tellement cochés. Voilà, j'ai pas eu de surprise parce que je savais très bien que ça allait être excellent et je m'attendais à tout ce qui s'est passé dans ce thé. J'avais mis la barre haute parce que on m'en a parlé, on m'a machin. Donc voilà, j'ai pas été déçue. Je m'attendais à beaucoup de surprises. Je m'attendais à de la montagne, je m'attendais à du stress, je m'attendais à des sommets, je m'attendais à des gens qui montent la montagne. C'est ce que j'ai eu. J'ai eu quelques petites déceptions parce qu'il y avait quand même pas mal d'enquêtes finalement. Enfin, en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu déplu dans ce titre, mais je saurais même pas l'expliquer. Peut-être que, je vous dis, mon attente était assez grande. Je sais pas, peut-être que le personnage m'a pas plus touché que ça au fond. En fait il s'est passé un mois depuis que je l'ai lu et j'en ai pas un souvenir gigantesque, genre en mode c'est l'œuvre de ma vie, c'est incroyable, je sais pas. Voilà, j'ai bien aimé, hein, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre en termes de dessin c'est excellent, c'est ça peut-être que je me rends pas compte parce que je suis peut-être habituée à son trait, hein, mais effectivement les dessins c'est une claque. Quand il monte les sommets t'as rien à dire, c'était vraiment à fond dedans. Les tomes se lisent relativement rapidement même si c'est des gros bébés. Il y a une petite histoire d'amour qui m'a bien plu par contre, la fin était très bonne. En fait c'est vraiment excellent, hein, c'est juste que je m'attendais vraiment à peut-être un peu plus, mais forcément que c'est un titre que je vous conseille, c'est une évidence. Par contre, moi, je n'avais aucune référence des montagnes, tout ça, mis à part le documentaire d'Inox Tag. Donc je remercie ce documentaire parce qu'il m'a bien aidé, parce que sachez que dans ce récit on ne t'explique rien de la montagne, c'est à dire que si tu sais pas qu'il y a différents camps pour les différentes altitudes parce qu'il y a beaucoup trop de monde, c'est compliqué de se repérer si t'es pas au courant, parce que moi j'étais au courant du coup ça allait, mais si je ne l'avais pas été ça aurait été assez impressionnant. Après, ce que j'aime bien aussi dans ce récit, c'est que c'est vraiment les premiers hommes qui montent la montagne, donc c'est vraiment, t'as un côté, t'es assez impressionné par ce qu'ils font, mais en même temps, pour nous, dès que t'as un peu d'argent et un peu d'ambition, avec ce qu'a montré ce documentaire d'Inox Tag et vu le nombre de personnes qui montent l'Everest, t'es moins impressionné parce que tu sais que maintenant c'est tellement facile, entre très gros guillemets, que là tu les vois faire pour la première fois, même s'ils se relèvent des défis et tout, c'est moins impressionnant, même si eux, avec le peu de moyens qu'ils avaient à l'époque, ça reste quand même assez choquant. Voilà pour le sommet des dieux. Mais je pense que je la relirai plus tard, c'est une évidence, je pense, pour me faire un autre avis sans doute. On va continuer sur les BD, j'en ai eu des bonnes, j'en ai eu des mauvaises. Plus de mauvaises que de bonnes, enfin de mauvaises, pas à mon goût ou pas compris par ma part, en tout cas c'est mon avis. On commence par du Hubert et du Zanzime, auteur très connu pour Podum. D'ailleurs j'ai envie de lire Podum du coup suite à ça. J'ai lu 2 Zanzime et mes 2 avis sont complètement différents. On va commencer par l'intégrale des yeux verts, une réédition très intéressante qui met dans un seul livre assez beau 2 BD, voilà, qui ont été regroupés en un seul. Et à la fin, vous avez le droit à une histoire en supplémentaire qui n'a malheureusement pas été faite. Ils nous ont mis les brouillons de quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu terminer. Du coup, c'est incompréhensible à lire et en toute honnêteté, je ne les ai pas lus. Voilà, c'est vraiment tout petit. J'ai rien compris à cette histoire. Voilà, je vais être franche-comté avec vous. Rien. Je n'ai retenu, même si vous me demandez l'histoire, à part que c'est un maléfice et que quelqu'un obtient les yeux verts, je suis passée mais en deçà, mais vraiment hein, ça m'ennuie, mais pendant tout le récit j'étais comme ça, pourtant j'étais concentrée en lisant, il n'y a pas de problème hein. Mais waouh, je ne suis pas adepte je pense de cet univers. Voilà, donc j'ai pas envie de fausser, moi ça n'a pas marché. En espérant que quelqu'un qui regarde cette vidéo a compris et en commentaire veut bien peut-être nous épingler ou peut-être donner un meilleur avis que le mien, parce que le mien sera sans doute faussé. J'ai pas compris l'histoire. Mais je vous ai même pas montré les dessins. Les dessins sont très beaux, mais il y a quand même une ambiance assez rebootante je trouve avec ces dessins.
Voilà, et après du coup, grand petit homme, donc là on suit l'histoire d'un garçon qui est fan de chaussures, de talons, de pieds, qui va se retrouver à être rétréci à cause de je sais. Après avoir brossé une chaussure qu'il a trouvée dans la réserve, parce que cet homme fan de chaussures travaille dans un magasin de chaussures. Évidemment, il a été relayé dans la réserve parce qu'il était trop investi dans ce qu'il faisait. Enfin vraiment, quand je vous dis qu'il est fan, il est obsédé par les pieds. Le début est bien, le fond est bien, donc il rétrécit. Et là, il va s'introduire chez les gens avec qui il travaille. Et là, ça va être un peu bizarre, c'est qu'il va commencer à dormir sur les parties intimes de ses collègues. Il va prendre des mains avec, il va être très pervers entre guillemets. Voilà, il y a quelques petits aspects qui peuvent déranger et rebuter certainement. Enfin, voilà, je pense que vous avez peut-être compris l'idée avec cette histoire. Avec cette image. En règle générale, même la fin elle est bonne parce qu'il se rend quand même utile en étant tout petit. Voilà, il y a un bon fond. J'ai passé honnêtement un très bon moment en dehors de ça. J'ai passé un très bon moment, c'était vraiment une lecture sympa. Le dessin est assez agréable. Puis c'est juste un mec fan de chaussures à la base. Donc, non, franchement, grand petit homme, j'ai plus compris parce que c'était déjà plus simple à comprendre. Mais j'ai passé un très bon moment d'histoire. Ensuite, une BD jeunesse qui ne m'a pas touchée non plus. Je promets, il y a des positifs. Une BD jeunesse qui ne m'a pas touchée, c'est Qui laisse passer la lumière. Alors, personnellement, les dessins ne m'ont pas attirée, ok. Après, le trait graphique ne tient qu'à vous, au goût et aux couleurs. J'ai pas été plus fan que ça. Et moi, c'est surtout le thème qui ne m'a pas touchée parce qu'on parle beaucoup de... Enfin, parce que dans cette histoire, on parle de deuil. On parle d'une fille qui va avoir comme fantôme son arrière-grand-père qui est mort à la guerre et qui va vouloir se venger d'une de ses camarades de classe parce que son grand-père l'a, entre guillemets, poussée à la mort, me semble-t-il. Et... du coup on va parler de deuil, on va parler de famille, du coup elle va essayer d'en parler à sa mère, mais sa mère elle va pas vouloir du tout, à sa grand-mère, mais sa grand-mère ça va pas aller non plus parce qu'il aime pas cette personne, parce qu'elle l'a quittée d'une façon... Enfin bref, là on va parler beaucoup de deuil, de conflits familiaux, de décès, ce qui moi... personnellement ne me concerne pas, je touche du bois. Voilà, donc en fait c'est pas du tout une histoire qui entre guillemets me concerne et m'a touchée, même si je pense qu'elle peut toucher nombreuses personnes. Ça reste quand même un très beau récit, une très belle histoire, un très beau fond qu'on n'aborde pas non plus souvent, le fait du deuil après la guerre comme ça, de parler des familles elles-mêmes plutôt que de parler de la guerre, de parler du après et de comment ont vécu certaines personnes suite à quelque chose. Voilà, donc ça reste une belle BD, je pense, qui personnellement ne m'a pas atteint. Je l'ai quand même lu, j'ai quand même passé un bon moment, mais je n'en ferai pas tout un élevage, comme on dit. Ensuite, une petite déception, je dirais pas ça, elle vient de sortir. C'est La Veuve de chez... De toute façon, toutes mes BD, je dis pas à chaque fois d'où ils viennent parce que tout vient de chez Glénat. Donc La Veuve, alors j'ai adoré le trait graphique qui est complètement fait à l'encre de Chine. J'ai adoré la qualité de la BD, est juste folle, hein. Les pages sont très épaisses, elles sont cançonnées. Vraiment, c'est waouh, la qualité de la BD est folle. Et en gros, on va suivre une fille qui s'échappe, qui est un peu en fugue, qui est une fugitive, enfin recherchée, parce qu'en fait elle a tué son mari et elle est recherchée par ses demi-frères du coup qui lui courent après désespérément. Et elle du coup elle va commencer à vivre un peu en tant que vagabond. Elle va rencontrer différentes personnes sur son passage, différents hommes, différentes personnes. Voilà, et ça va pas plus loin je trouve, même à la fin quand on t'explique un peu plus de choses. Il y a un bon moment à la fin assez intéressant qui nous explique que on peut plus rien y faire pour un truc que je vais pas forcément vous spoiler, mais voilà, donc on nous explique un peu que c'est tout, t'as plus qu'à vivre comme ça. Donc elle a plus qu'à vivre comme ça, mais vous voyez, à la fin on rencontre d'autres personnes, il y a un peu plus de choses, un peu plus de bulles, mais
t'es pas connecté plus que ça. Enfin, j'ai pas réussi à m'attacher plus que ça aux autres personnes qu'on rencontre, à la fille un peu plus sur son histoire, un peu plus, même si t'en sais pas non plus des masses. Voilà, je trouve qu'il manque quelque chose pour s'attacher réellement à ce récit, à ces personnages qu'on rencontre. Voilà, parce que je trouve que le dessin est très profond, mais les textes, tu les lis un peu en deçà. Bref, j'étais un peu déçue que ça se finisse comme ça. J'étais en mode limite j'avais pas retenu grand chose de l'histoire, j'étais pas touchée, il s'est rien passé en fait, il y a pas eu le petit truc quand tu finis un livre. Je ne l'ai pas lu, donc voilà, si quelqu'un peut faire aussi son avis là-dessus, c'est avec grand plaisir. Ensuite, dernier récit, pour le coup je l'ai beaucoup aimé celui-ci, c'est Calamity Jane, c'est sur une vraie femme vivant au Far West, Calamity Jane qui est une vraie femme qui a réellement existé, qu'on va la suivre dans ses aventures. En gros, elle va faire des choses de fou et personne va la cataloguer quelque part, enfin, parce que c'est une femme. Voilà, le problème de cette BD, c'est que c'est une femme et du coup tu vas avoir les hommes qui vont lui dire de fermer sa grande trappe, les femmes qui vont aussi lui dire de fermer sa gueule parce que à l'époque les femmes n'osaient rien dire et pour elles c'était normal, donc elles ne disaient rien, donc elle n'était pas soutenue par la gente féminine non plus, donc elle était un peu toute seule dans son malheur, mais voilà, tu la vois être plus forte, se battre, c'est toujours intéressant d'avoir une part de l'histoire. Surtout ça change un peu des lectures de manga parce que du Far West, du western, tout ça, il y en a pas beaucoup, donc c'est toujours intéressant de changer. Voilà, elle voit aussi l'atrocité, elle subit aussi l'atrocité des gens. Voilà, clairement cette image ça veut tout dire, elle en a marre des gens que ce soit, des gens qui se battent pas. Enfin bref, c'était pertinent, c'était suffisant, c'était littéralement ce qui se passait à l'époque. Et c'est toujours intéressant de savoir un bout de l'histoire comme ça. Et les dessins, ils m'ont plu, enfin ils étaient classiques, voilà, je vais pas noter, mais voilà, c'est des dessins classiques de BD, je trouve, donc agréable. Je vais passer vite fait sur les mangas, les autres mangas que j'ai lus en dehors de ma lecture assez longue. Allez, je vais commencer par une grosse déception. Comment vous dire que il existe YouPorn pour ce genre de choses et que je n'ai pas besoin d'avoir ça en livre. Ça va être très cru de dire comme ça. J'ai beaucoup aimé Vampire de Suihiro Maruo, donc ça c'est un recueil d'histoires de Suihiro Maruo qui s'appelle Yume no Osaku. Et assez grosse déception, ou plutôt un livre pour moi qui ne sert à rien, c'est-à-dire que du coup c'est un ensemble d'histoires qui sont toutes plus dérangeantes les unes que les autres, mais qui n'ont rien. C'est-à-dire que en 3 pages, tu peux pas t'intéresser à quelqu'un qui juste se fait prendre et se fait je vais arrêter d'aller plus loin, mais tu peux pas être à fond dans une histoire, sauf si t'es un détraqué. Mais encore, bon, enfin, tu peux t'extasier dessus, hein, je ne juge pas là-dessus, mais c'est plus dérangeant qu'autre chose. Le fait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de fond, il se passe pas grand-chose à part tout ce qui va dans les Roguro, mais d'une façon vraiment trop crue, trop courte, trop nulle, trop inintéressante. Bref, Yume no Osaku, ça m'est passé vraiment en deçà. À la fin, je disais sans lire. Je pourrais même pas vous montrer. Il y a juste une partie qui était assez intéressante. C'est vraiment le guide d'hygiène féminin. C'était vraiment la seule partie réellement intéressante où t'as tout un guide comme ça, enfin sur plein de pages, qui à chaque fois est allègrement illustré, sur différents moments de la femme, enfin différentes parties du corps, du sexe, du machin sur la femme. C'est ma foi assez sympa, voilà, si vous avez besoin de vous éduquer là-dessus, allez-y, mais sinon tout le reste c'est que du trash. Surtout quand j'ai compris le nom des chapitres et à quel point les chapitres allaient avec l'histoire, ça j'ai bien ri. Il était minuit, 1h du mat, j'étais un peu fatiguée, j'ai quand même lu parce que j'avais envie de le lire, mais alors le nom des chapitres, mais j'ai explosé de rire. Le maître d'école, le petit suceur de flûte, pas mal, qui m'a explosé, surtout quand tu sais à quel point le chapitre correspond à l'œuvre, à l'histoire. Recette de la soupe au caca. Là je rigole pas parce que je suis plus dans le mood, hein, mais quand j'ai lu ça, qu'il était 1h du matin, un peu fatiguée, que je commence les premiers chapitres, je me dis ouh là là
que je lis le nom du chapitre et je vois recette de la soupe au caca. Oh, je peux vous dire que j'ai rigolé. Alors pourtant je suis pas une fille susceptible à l'humour pipi caca prout, mais alors là, oh, je vous jure c'était... Fallait me voir, j'étais mort de rire. Et l'histoire était littéralement ça. Donc tu vois des gens chier et manger leur mère lapin. Rien que d'y penser, ça me trigger. Voilà, j'ai pas adoré, c'était petit flop. Donc de toute façon, on découvre Souhiro Maruo petit à petit. 2025, ça va être de la découverte, ni plus ni moins. Donc voilà mon avis pour ma deuxième lecture. Effectivement, complètement différente de Vampire. Ensuite, j'ai continué ma découverte de Matsumoto par Number 5. Alors, en fait, limite, le titre de cette vidéo, ça va être J'ai rien compris. Parce que Number 5, j'ai rien compris. Mais alors, je rigole un peu. Mais ça me fait pas trop rire parce que j'aurais aimé comprendre un peu plus ce titre. J'ai cru comprendre parmi les lecteurs qui en ont parlé, parmi les personnes qui ont répondu à ma story, parce que je partage sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas, j'essaye à chaque fois de vous mettre mes lectures au fil des jours. Et j'ai mis Number 5, que j'avais lu le tome 1, et j'ai mis J'ai rien compris. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont répondu à mon commentaire en m'expliquant que t'inquiète, le 2, révélation, ça va être trop bien. Du coup, je m'attendais. En plus, quand j'ai commencé Number 5, je savais que tu comprenais pas tout, que c'était assez dense, assez complexe, que tu comprends mieux au tome 2, que la fin t'es là en mode waouh, révélation. Bah, je suis débile ou... Enfin, parfois, soit je manque d'expérience, soit il m'a manqué un truc, soit c'était encore une fois trop abstrait. J'étais pourtant concentrée, mais je cherche toujours à quel point ça doit être clair et limpide à la fin, parce que pour moi, on est sur le même mystère, même si au fur et à mesure de l'histoire, tu comprends mieux qui est qui et un tutti quanti. Tu comprends l'histoire, hein. Quand tu dis j'ai rien compris, c'est pas tu lis 600 pages de néant où t'es vraiment dans l'incompréhension, tu comprends vite fait, mais c'est rien de concret, il y a rien, tu sais jamais, à moi à la fin, je sais pas qui est le méchant, qui est le complice, d'où ça vient, comment ça a été créé, je sais même pas vous expliquer pourquoi il a fait tout ça, parce qu'en fait vous suivez une sorte de groupe d'Avengers, entre gros guillemets, c'est une armée de la paix qui a été créée pour aider les soldats et avoir une meilleure vision de la guerre et de l'armée pour le peuple. 9 personnes qui ont été créées par un père, un scientifique qui a créé des surhommes qui ont tous un atout, enfin c'est pas non plus Avengers quoi, c'est pas non plus des surhommes tu vois, mais ils ont un petit truc en plus qui fout d'ailleurs excellent film, un petit truc en plus. Non mais bref, parce que je l'ai regardé la semaine dernière, c'est pour ça. Voilà, et t'en as un qui pète un plomb qui tue tout le monde. Qui tue tous ses autres compères. Enfin, qui tue tout le monde. Non, il tue pas tout le monde, justement. Mais, voilà, et voilà le début de l'histoire, t'as ça. Mais, excusez-moi, c'est fourre-tout. C'est fouillis. Et après, il y a une histoire de fille aussi, le fait qu'elle a créé une fille à elle, qui est partie avec celui qui a tué tout le monde, mais qui parle pas. J'ai jamais compris qui c'était, Matrouchka, là, je sais pas quoi. Bref, ça m'a énervé en fait de pas comprendre, je vais pas vous mentir. Et par contre, les dessins sont toujours aussi cool, même si je les ai moins appréciés que Sunny, et j'ai surtout moins apprécié les moments de guerre, de combat, parce que tu vois des soldats se battre à un moment donné. Tu comprends rien. J'ai hâte de lire le Samouraï Bambou pour voir si tous les moments un peu plus rapides, un peu plus d'action sont bien illustrés par Matsumoto, parce que les moments d'action, bah tu devines qui se bat comment quoi, mais tu sais pas à quel moment il lance sa hache, à quel moment... Enfin, les moments d'action sont moins bien dessinés, moins pertinents, enfin pas moins bien dessinés, mais moins pertinents, tu comprends pas. Voilà, c'était un peu plus gras. Bref, Number 5. Il y aura une relecture, il y aura quelque chose parce que c'est assez gênant que... Je suis un peu frustrée, je vais pas vous mentir. Pourtant, vu que je savais que c'était pas... Vu que je savais que l'histoire était compliquée à comprendre, bah, je me suis concentrée pour lire. Hein. Vraiment, je me suis vraiment concentrée pour me dire, bon, je vais essayer de niquer un peu le game, de comprendre dès le premier tome. Et bah j'avais beau être concentrée, rien n'est venu. Donc franchement, en vrai, il y a quand même une expérience à se faire de la lecture quand même, hein, même si tu comprends pas. Avouez que là vous êtes curieux du coup de lire pour voir si vous comprenez. Tout le monde a envie de savoir si quelqu'un comprend ou pas. Eh bah dites-moi, parce que moi, mais je pense, j'aimerais bien fin 2025 relire. Voilà, mon défi ça va être de relire Number 5 fin 2025 après avoir lu
toutes les œuvres de Matsumoto, voilà, d'ici là je pense avoir lu toutes les œuvres de Matsumoto, et relire pour fin 2025 Number 5, voilà, et voir si, est-ce que mon avis, est-ce que mon point de vue, est-ce que ma façon de comprendre Matsumoto, elle est plus compréhensible. Bref, voilà. Donc j'en attendais beaucoup de ce titre, vraiment, honnêtement. Et bah, il attendra toujours. Un autre titre qui passe tout seul et qui est sous-coté à la mort, que je remercie Glénat de m'avoir fait découvrir, que j'espère vous aussi vous faire découvrir, c'est Ramp, tome 4 et 5. J'ai un peu avancé sur cette lecture que je compte finir en 2025. Mes objectifs, qui fait partie de mes objectifs 2025, parce que ça reste quand même un titre assez long, un peu à la même sauce que Bakuman, que j'ai pas lu Bakuman, mais je sais que c'est un long pavé, et en lisant ça je veux bien imaginer pourquoi, parce que t'as quand même beaucoup de textes. Voilà, Ramp, j'ai adoré, et j'adore toujours. On suit une éditrice, enfin une fille qui était joueuse de sport, qui était sportive professionnelle, et elle était sportive professionnelle, elle s'est blessée, comme tout sportif professionnel, c'est la pire des choses. Et elle s'est retournée vers l'édition. Et maintenant, elle est dans une maison d'édition, elle travaille pour les éditeurs, elle est éditrice. Et en fait, du coup, t'as tout ce qu'on voit pas que des mangakas. T'as tout l'histoire entre les mangakas et les éditeurs. T'as tout le consensus, la vision que chacun ont, le but, enfin... Voilà, t'as tout ce qu'on connaît pas de la relation entre mangaka et entre éditeurs, et après entre éditeurs et après tout ce qui se passe derrière, jusqu'à ce temps que tu lis en fait. Toi quand tu lis, t'es là en mode... Et en fait, là dans ce livre, on te montre, dans ce manga, on te montre tout ce qui se passe avant. Et bah c'est super bien, en fait... On te fait rencontrer d'autres différents mangaka forcément, parce qu'on va pas toujours tourner autour du même mangaka. On te fait rencontrer différents éditeurs, différentes personnes qui travaillent dans la même maison d'édition que cette fille, mais qui ont un point de vue différent, qui n'ont pas le même sentiment ou la même vision des choses. Et c'est assez intéressant, et toutes les personnes qu'on va rencontrer, elles vont toutes te marquer. Même si tu te rappelles pas de son prénom, même si tu te rappelles pas de son visage, on s'en fout, au moment de la lecture, t'es hyper marqué par cette personne parce qu'elle vit soit quelque chose de difficile, soit t'es hyper heureux quand ça marche pour la personne. Enfin bref, Ramp, pour moi, c'est hyper intéressant, surtout nous qui aimons la lecture, de savoir ce qui se passe à l'intérieur des maisons d'édition. Après t'as tout le développement de une fois que le planche est fait, comment ça se passe, machin, les différentes la pression que les mangakas subissent, que les éditeurs subissent aussi quand ils prennent des risques par rapport à un titre, après ce qui se passe dans le Jump et dans les différents magazines au Japon. Bref, c'est fun et intéressant et cool, et j'aime beaucoup aussi moi le trait graphique, un peu à la même sauce que Modigliani, assez blanc et en même temps enfin juste un seul trait, et qui veut dire, enfin j'aime beaucoup. Voilà, Ramp, c'est sous-côté. Dès le premier tome vous allez comprendre ce que je veux dire, dans le sens où t'es impacté par ce qui se passe dans l'œuvre. Voilà, ensuite on va continuer sur encore une déception. Non, en vrai je veux pas dire une déception parce que c'était bien. Donc Knitting Life, genre je sais pas pourquoi j'ai le 1, mais j'ai lu que le 2, hein. Enfin le 1 je l'avais déjà lu, il y a belle lurette, enfin au moment de sa sortie. Bref, Knitting Life, tome 2 et le dernier tome, donc œuvre de Tsutsui Tutsui, édité par Kyun. Très belle édition d'ailleurs, c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'acheter. Le 1 je trouve qu'il donne envie d'être acheté, voilà, il est très actuel. Et le récit, l'œuvre est en soi très actuelle. Donc on est sur une personne qui après qui a décidé avec tout son argent, bon, Knitting Life, il y en a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé, donc je vais pas faire un récapépète très précis, mais il avait beaucoup d'argent, il a décidé de plus rien foutre de sa vie avec toutes ses économies, donc il a calculé toutes les économies qui lui restaient pour vivre sans plus rien faire de toute sa vie, c'est-à-dire sans bouger de sa pièce. Alors déjà, sans bouger de sa pièce, sans qu'il ait une collection de livres de plus de 1000 livres, moi je vois pas l'intérêt. Tu bouges de ta pièce pour faire quoi? Voilà, le tome 2, il est super. Donc t'as ce mec, donc tu suis ce mec qui rencontre sa voisine via les jeux vidéo, qui va un peu se lier d'amitié avec sa voisine aussi, qui elle n'est pas du tout dans le même chose, qui ne fait pas du knitting comme il dit. Tome 2, ce qui est très très cool avec ce tome 2, c'est que ça se passe très vite. T'as très vite le suspense qui te
qu'on te place dans ce tome 1. Alors pour moi c'est la première œuvre de Tetsuya Tsutsui et beaucoup de gens ont dit que effectivement tu retrouves la patte de cette personne, donc j'ai hâte de lire Poison City pour être un peu choquée, voilà, qu'on me choque. Ça se passe très vite, t'as très vite le dénouement, le machin. Sur l'histoire en elle-même, j'ai rien à dire, mais en fait moi c'est juste que je m'y retrouve pas du tout dans ce titre. En fait c'est quelqu'un qui est sédentaire à mort. Et moi, n'étant pas du tout, genre vraiment le contraire d'être sédentaire, moi quand je passe une journée sans rien faire chez moi, libre à vous, hein, je parle de moi là, hein, enfin très égocentrique ce que je viens de dire, mais je vous donne mon avis, mon ressenti. Je suis insupportée par ce gars. Je comprends pas sa vision de la vie, pour moi c'est impossible de vivre de cette façon. C'est d'ailleurs pour ça que je déteste ce titre, parce que c'est une angoisse de le voir faire sa vie comme ça, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas de chez lui. Une invasion de zombies, c'est pas ce qui s'est passé dans le livre, mais dans l'idée c'est ça, il s'est passé des choses et lui il va pas bouger de chez lui. Donc il se passe une invasion de zombies, il bouge pas, une météorite, il bouge pas, et il va jamais bouger, sauf pour une seule raison qui me dépasse encore, c'est que ok je veux bien comprendre pourquoi tu t'en vas à la fin. Pour ceux qui ont lu vont comprendre, je veux pas spoiler parce que sinon ce serait con. Mais il t'a vraiment fallu ça pour te bouger? Gars, tu te fous de moi? Non mais bref, en fait c'est pas la question de l'histoire en soi, bah non du coup j'aime pas l'histoire parce que j'aime pas le gars et le personnage, mais c'est impensable pour moi et c'est énervant de lire un truc pareil, donc c'est parce qu'on n'a pas la même vision de la vie que ça ne m'a pas plu. Voilà, après vous allez dire, tu vas lire une histoire de tueur en série, parce que toi t'es pas tueur en série, tu vas pas aimer. Non mais là c'était vraiment énervant. Ça m'a vraiment saoulé parce que le gars est un mec comme nous et que voilà, l'histoire va pas plus loin que ça avec ce qu'on a vécu avec le Covid machin. Tout est lié, mais en soi j'ai bien aimé, hein. J'ai passé un bon moment sur les 2 tomes, y a pas de problème. Ils sont très beaux, c'est bien illustré, je vous conseille de lire ces 2 tomes. C'est l'un des rares titres en 2 tomes que j'ai lu déjà, et c'est l'un des rares titres en 2 tomes qui était sympa. Souvent en 2 tomes c'est compliqué de faire un truc vraiment cool, mais voilà, là c'était vraiment un titre cool, mais j'en ferai pas une propagande. Je veux savoir si vous êtes du même avis que moi. Attendez, parce que là, pour moi, ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous aussi, si ça vous a dérangé? Est-ce que là, vous êtes en train de vous dire, bah Roman, passe à autre chose, enfin, parce que t'es pas comme ça, que tu peux pas t'adapter? Ça m'a énervé, c'est tout. 2 romans. Une romantaisie et un banger. Voilà, un banger. Enfin, c'était très bien aussi l'autre, hein, mais c'est parce que c'est vraiment un cran énorme qui mérite sa petite couronne, que pour moi c'est un classique de bibliothèque. Pour moi tout le monde a dû lire Blackwater. Pour moi tout le monde doit lire Blackwater. Pour moi c'est une évidence, c'est que c'est rythmé, c'est 6 tomes, mais alors les 6 tomes tu les lis assez rapidement, t'es toujours en haleine, il n'y a pas des moments où un tome où tu dis oh fais chier, j'ai pas envie de lire le deuxième parce que celui d'avant il était pas ouf. Non, t'as toujours un suspense qui est hyper bien géré, t'es proche de cette famille qui en même temps elle paraît un peu débile sur le papier, enfin elle a pas la même vision de la vie que toi et elle est assez laxiste je trouve, peu importe qui dans la famille, sauf une personne, mais en fait, j'arrive même pas à vous expliquer, comment vous voulez que je vous résume 6 tomes en peu de phrases sans même vous spoiler en plus, donc voilà. En gros, on va suivre une famille qui habite dans un endroit qui s'appelle la Perdido. On va suivre la famille Casquet qui vit dans la ville de Perdido, qui lors d'une crue, donc une montée des eaux, elle va être noyée full, et du coup t'as le fils de la famille Casquet qui va venir en bateau faire le tour des maisons pour voir s'il n'y a pas quelqu'un à sauver. Une personne est à sauver, une femme, et coup de foudre pour le fils et cette personne, ils vont se marier, et là que tout commence, cette saga. J'ai envie de vous dire que c'est une saga à lire pour moi, que c'est excellent, que c'est bien rythmé, je vais me répéter, mais que c'est bien rythmé, que les personnages sont tous eux. Voilà, il y a un mystère tout au long des 6 tomes, et en fait, amené comme ça, comme des petits flashs tout au long des tomes où d'un coup t'as un truc assez flou, assez perturbant qui se passe, et comme si t'avais rêvé, comme si pendant que tu lisais tu rêvais, d'un coup tu reviens au texte normal, et c'est assez fou l'expérience au niveau
de la fantaisie qui est rajoutée à ce titre, du mystère qui est rajouté à ce titre. Je trouve ça assez dingue la façon dont il est rajouté, dont on n'en fait pas des caisses, donc on passe plus vite à autre chose. Bref, les casquets, c'est les personnes les plus riches possibles, et en même temps les plus cons. Bon, même con n'est pas le mot, j'arrive même pas. C'est juste une famille riche qui vit leur vie entourée de drama et en même temps de mystère. Bref, et la fin est aussi bien que... Enfin, la fin est fluide, la fin est très très bien, la fin est comme le début. Voilà, elle se finit comme elle se commence. C'est super, j'ai rien à dire, même la fin ne m'a pas déçue. Pour moi, je vous dis, c'est un classique de bibliothèque, c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez comprendre et c'est la meilleure des choses. Un autre livre, ça faisait très longtemps, je vous avais vu après mon résumé de l'année 2024. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un top de mes lectures 2024. Mais mon objectif, c'était de lire plus de romans. Et je vous jure à quel point j'avais envie de lire un livre. J'avais juste un livre, parce que ça faisait très longtemps, j'étais que sur des mangas, avec mon objectif aussi des 5 tomes et tout, enfin bref. Voilà, j'avais vraiment envie de me poser, de retourner dans de la romantaisie, mais... Enfin, de retourner dans un bouquin en fait. Et, chose faite, par Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, connu pour Le Pont des Tempêtes. Il me semble que je ne possède pas d'ailleurs. Je possède son autre titre qui est Dark Shore, de cette autrice. Mais voilà, alors si vous aimez Viking, allez-y, foncez. Mais alors faut aimer Viking et la romance. Je préviens tout de suite, même si la romance est mature, même si la romance est intéressante, elle reste quand même très présente. Alors moi je suis pas une fan de romance et j'ai du mal à... Peut-être parce que je suis jamais tombée amoureuse, hein, c'est sans doute ça, du coup j'ai du mal à me dire à quel point la fille peut être amoureuse de cette personne. Ça me troue les fesses quand elle joue son destin et que là d'un coup elle dit « Oh c'est quand même super... » Gars, t'es en train de crever, tu penses à lui, non, c'est pas possible pour moi. Bref, mon point négatif est celui-ci. Après, le plot twist à la fin, je ne m'y attendais pas. Je vais pas vous mentir. Enfin, en fait, je m'y attendais. À un moment, j'ai soupçonné, mais c'est vite oublié. Du coup, à la fin, j'étais en mode ah oui, c'est vrai. Et j'étais en mode ah oui. Et en fait, le plot twist était bien. La fin de l'histoire est bien tournée et bien amenée, surtout pour le deuxième tome. Là, je vous avoue, j'ai trop envie de lire le tome 2. Enfin, la fin est très très bien tournée pour avoir une envie de lire le tome 2. Et je suis persuadée que ce tome 2 sera vraiment excellent. Limite, j'ai l'impression qu'il sera peut-être meilleur que le 1. Voilà, donc là, au début, on va suivre cette fille qui va voir, en gros. Dans cet univers, on a des personnes qui, à la naissance, certaines personnes sont dotées d'une goutte de Dieu. Donc quelqu'un va avoir la goutte de Thor, la goutte de Zeus, la goutte de... Non, parce que c'est la... Enfin bref, chacun va avoir sa goutte de Dieu, mais pas tout le monde. Et du coup, ça devient des enfants un peu spéciaux, tout ça. Et du coup, très réclamé par les Yords. Et notamment elle, qui va devoir révéler sa magie suite à un combat contre son crush. Et il s'agit que son pouvoir est relié directement à une prophétie, la prophétie que les dieux ont citée au Jarl, et du coup le Jarl va devoir marier cette femme suite à la prophétie, marier cette femme pour avoir le pouvoir. Voilà le truc, et dans tout ça tu vas avoir des conflits de famille, des conflits de pouvoir, parce que du coup les différents villages vont vouloir récupérer cette jeune fille, elle va rien comprendre, elle va essayer de se lancer un peu au combat, d'apprendre ses pouvoirs petit à petit. Voilà, c'est une histoire un peu classique de romantaisie, je trouve, encore une fois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu de mal avec cette romantaisie, c'est que c'est toujours un peu le même speech, même si là, le fait des Vikings, c'était assez intéressant. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un très très bon moment. Honnêtement, j'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins. Enfin si, je m'attendais à moins. Franchement, j'ai lu ça en 3 jours. Je vous le conseille, c'est une romantaisie qui passe bien, un peu too much, mais qu'on aime quand même. Voilà pour mes lectures, purée, ça fait quand même 2 fois que je tourne cette vidéo, hein. Si vous trouvez que mes résumés étaient à court d'idées, c'est normal, parce que pour moi c'était déjà passé, c'était comme une évaluation, t'as révisé pour l'évaluation, sorti de la classe, t'as plus rien. Bah là c'était pareil, et j'ai dû me rappeler de tout, ce que j'avais à peu près dit dans la première, bref, on tergiverse, mais forcément, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres. Si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas à liker, commenter, faire vos retours, ça fait toujours très très plaisir. Moi je ne suis toujours pas partie en Afrique du Sud, comme je vous ai dit pour mon année. Pour le moment je suis là et dès que je partirai bah, vous le serez de toute façon. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Insta, du coup vous serez sans doute au courant un peu plus. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de lire beaucoup de choses
et je vous embrasse. Bisous.